Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Ah, le concept de la manipulation. Et si nous pouvions en déjouer les pièges, autant que les utiliser avec bienveillance, en tout cas, être en conscience. Que ce soit dans nos relations amicales ou dans le travail, nous manipulons, bien souvent inconsciemment, pour obtenir ce que nous souhaitons. Mon invité du jour est un curieux, touche-à-tout du cerveau, mentaliste passionné par le mental, les sciences, la psychologie humaine et l'illusionnisme. Suivi sur les réseaux et invité des plateaux de télévision et de radio, il vient, je crois, d'intégrer l'équipe des grosses têtes. Ce cerveau hyperactif à l'humour aiguisé contribue à populariser le mentalisme auprès du grand public. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui de manipulation. Pourquoi nous manipulons ? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous manipulons ? Y a-t-il des manipulateurs plus doués que d'autres ? Peut-on devenir un manipulateur bienveillant ? Et comment démasquer un manipulateur ? J'ai le plaisir, évidemment, vous l'aurez reconnu, d'accueillir Fabien Olicard dans Métamorphose. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Et c'est marrant parce que j'ai ce petit stress de me dire, tiens, quand on parle de manipulation, un mentaliste, forcément, il va tout de suite décoder par des voies verbales ou non verbales, un peu plus qui je suis. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est bien moins vrai que le fantasme qu'on en a, en réalité, heureusement, parce que n'importe qui, un mentaliste ou n'importe qui d'autre, parce qu'en fait, un mentaliste, c'est n'importe qui, au final, il va faire des hypothèses. Et donc, quand il est au centre de cette hypothèse, par exemple, je me dis, est-ce que Anne me ment ? Est-ce qu'elle m'aime bien ? Est-ce qu'elle m'apprécie ? En fait, ça me touche dans mes peurs et mes espoirs. Donc, je vais pas être très lucide, je vais être rempli de biais cognitifs dans ma tête, on y reviendra. Et du coup, je serai jamais juste dans mon analyse. C'est très différent, par exemple, de ce qu'on peut faire sur une scène de spectacle, où là, on va juste déduire quelque chose de factuel avec des outils simples, et c'est beaucoup plus impressionnant. Donc, rassure-toi, dans la vraie vie, ton cerveau est bien protégé. Alors, en ce moment, tu as un spectacle qui tourne, un nouveau spectacle qui s'appelle Archétype, qui tourne partout en France. Est-ce que ce spectacle, tu vas nous en parler un petit peu, qui parle évidemment du mentalisme, est-ce qu'on est tous finalement des mentalistes en puissance ? C'est la base de ce spectacle. Tu sais, moi je commence par dire, quand on dit mentaliste, on pense magicien, on pense voyant. Alors c'est pas tout à fait l'un, c'est pas du tout l'autre. C'est la subtile frontière entre les deux, c'est l'escroquerie. Mais c'est l'escroquerie honnête, puisqu'on le dit. Et l'escroquerie, c'est pas le fait de faire du mentalisme ou pas, c'est le fait qu'un mentaliste, en fait, c'est quelqu'un qui a un cerveau et qui s'en sert. Et j'ai fait des grandes études, tu sais, je me suis aperçu que tout le monde avait un cerveau, majoritairement. Donc en réalité, on fait du mentalisme tout le temps, quand on négocie un prix, quand on veut savoir dans quel état d'esprit, par exemple, est son meilleur ami, juste quand on le voit. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, « je te connais par cœur, toi ça va pas en ce moment », on a fait une analyse à ce moment-là. Donc on se mentalise les uns les autres en permanence, c'est même le propre de l'homme.
C'est vrai que quand tu parles d'escroquerie, on a le sentiment que parfois il y a des escrocs qui sont plus sympathiques que d'autres. Dans tes podcasts ou dans tes vidéos sur ta chaîne YouTube, parfois tu donnes un petit décodage de certains grands escrocs qui ont existé. Quand on pense aux gens qui sont sur les marchés, qui essayent de vendre des choses qui sont assez fascinants, on les trouve plutôt sympathiques, alors que parfois des grands escrocs un peu moins sympathiques. D'où nous vient en fait cette perception qu'on a justement du mentaliste ou de l'illusionniste ou de l'escroc comme ça ? Parce qu'en réalité, dans la sympathie qu'on peut avoir pour ces personnes-là, alors pour un mentaliste sur scène comme moi ou pour un vendeur de camelots sur une foire, la sympathie est liée parce qu'on sait que les règles du jeu sont claires. Et déjà, c'est beaucoup moindre de manipulation que ce qu'on pense. Un vendeur, je sais qu'il veut me vendre quelque chose. Les intentions étant très claires, je peux maintenant apprécier sa manière de faire ou pas. Et à partir du moment où il ne tombe pas dans le mensonge, dans les données erronées pour m'arnaquer au sens littéral du terme, je vais accepter en fait de rentrer dans cette danse un petit peu du blabla. On appelle ça le boniment. Le mentaliste sur scène, pareil, va provoquer son boniment, mais la personne qui a pris un billet, elle vient aussi chercher ça. La règle du jeu est tacite. Il va faire des choses en essayant, entre gros guillemets, de m'avoir. Donc la relation de confiance, elle peut être établie quand on dit attention, je vais essayer de te manipuler, les choses sont bien claires. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une sympathie. Et même dans les grands escrocs qu'il y a eu dans l'histoire, on peut avoir une sympathie quand on a l'impression que l'escroquerie est juste. Tu sais, le petit syndrome Robin des Bois. Il a fait quelque chose, mais ouais, il a bien fait de le faire. Donc on se projette aussi. Bien sûr. Alors, dans ton spectacle, moi j'adore le nom archétype, il y en a 4 archétypes. Est-ce que tu peux rapidement nous les décrire comme ça, pour voir si on se reconnaît dans certains archétypes ? Absolument. Alors attention, c'est un prétexte évidemment pour le spectacle, parce que le spectacle a une conclusion qu'on ne rentre pas les gens dans des cases et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je m'appuie sur 4 archétypes. Alors, le mentaliste de scène, donc c'est moi qui le symbolise évidemment, et puis ça me permet de le raccorder aux gens qui prennent un peu de la place, qui veulent être dans la lumière. C'est souvent la personne qui fait les blagues quand on est entre amis, qui commande le vin spontanément à table, voilà, la personne qui a envie de l'idée un petit peu. Il y a le mentaliste du quotidien qui sait toujours tout sur tout. En fait, quoi que tu dises, il sait un peu mieux que toi, et j'appelle ça les mentalistes Wikipédia. Voilà. Et pour l'anecdote, à Lille, il y a un jeune homme qui m'a dit non, ça s'appelait ma belle-mère. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais effectivement, on connaît tous des personnes comme ça, qui ont toujours un petit truc comme ça à rajouter. Il y a le mentaliste analyste. Alors moi, je le symbolise par Sherlock Holmes, parce que c'est le grand représentant, même s'il est fictionnel. Mais évidemment, c'est des personnes qui écoutent l'autre. Et j'ai envie de te dire, même quand elle ne parle pas, en fait, en réalité. Et puis après, il y a le mentaliste embrouilleur, celui qui cherche à retourner le cerveau. Et ça aussi, on l'est tous un petit peu, mentaliste embrouilleur. Par exemple, qu'on a besoin d'aide pour un déménagement un dimanche à 6h du matin. On demande à ses amis, et puis ils sont pas très chauds. Et on fait « Oh, mais oui, mais s'il te plaît, parce que moi, je vais avoir mal au dos. » Et on commence à les faire culpabiliser. On est déjà en train de les embrouiller. Donc le mentaliste embrouilleur, c'est celui qui utilise justement le plus les techniques de manipulation. Quelle différence, rapidement, tu peux nous faire entre le mentaliste et l'illusionniste ? Pas une énorme. En réalité, le mentaliste, ça vient de l'illusionnisme. C'est une branche, en fait, de l'illusionnisme. C'est la branche, on va dire, un peu plus psychologique. C'est-à-dire, le magicien, il va faire un tour de cartes, et puis le mentaliste, il va faire un tour en jouant avec les idées des gens, par exemple. Mais les magiciens sont mentalistes de base, puisqu'ils gèrent le détournement d'attention, la parenthèse d'oubli. Tous ces termes-là sont des termes, en fait, psychologiques. Le magicien, quand il fait un tour de cartes, il te fait croire qu'il a transformé le réel dans le réel. Il arrive à faire croire à ton cerveau que ce qu'il vient de faire est impossible, alors que avec la rationalité cérébrale, on est censé comprendre quand même que c'est possible. Donc c'est une branche de l'illusionnisme quand elle est faite dans le but de bluffer les gens. Après, c'est aussi par opposition au matérialisme, tout ce qui se passe dans la tête, et on peut aussi le ranger dans la case du développement personnel. Ça, c'est quelque chose que je défends pour le mentalisme. On n'est pas obligé de se limiter en fait à l'acte du spectacle sous forme d'art divertissant. On peut aller un petit peu plus loin. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché par mon milieu, qui a peur que je vende des vessies pour des lanternes en me faisant passer pour qui je ne suis pas. Par exemple, longtemps on a cru que j'assumerais pas que c'était aussi une branche de l'illusionnisme. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je suis aussi un passionné de science, en fait, et j'ai pas envie de me limiter parce que la société a décidé de limiter le mentaliste à des personnages scéniques. Oui.
Mais c'est vrai que tu précises souvent que tu ne lis pas dans la tête des gens. C'est ça. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la différence avec un médium ? Et j'imagine que maintenant que tu connais très bien ce métier, qu'il y a beaucoup de médiums, peut-être même qui s'ignorent, qui sont en fait des mentalistes. Oui, alors... Il y a 2 questions en un. Non, mais je réponds aux 2, t'inquiète pas, je prends des notes. En réalité, effectivement, je précise que j'ai pas de don, que j'ai pas de pouvoir, que ce que je fais, je l'ai appris. Si je l'apprends, ça veut dire qu'il est aussi transmissible, tout le monde peut l'apprendre. Et donc, je peux déduire une pensée plus ou moins proprement de quelqu'un, mais c'est quand même un autre niveau. Par contre, oui, je pourrais donner l'illusion que je suis télépathe si je n'expliquais pas comment je fais ou que je disais pas que j'avais pas de pouvoir, par exemple. Et pour répondre à ta question sur les médiums, je reste persuadé que chacun a le droit d'avoir ses propres croyances. Moi, je crois pas dans la voyance, je crois pas dans la médiumnité, mais ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui aient cette croyance. Néanmoins, sur les médiums que j'ai pu observer, j'en ai remarqué certains où je mettrais un billet, comme on dit, sur le fait qu'ils savent très bien qu'ils ne le sont pas et qu'ils utilisent les mêmes techniques que moi. Et il y en a d'autres, plus troublants, où je suis intimement convaincu qu'ils utilisent les mêmes techniques que moi, mais inconsciemment. Et comme ils ont cette manière de faire un peu innée et inconsciente, ils sont sincères dans leur démarche de dire « quelque chose m'est venu, je pense que », et juste au lieu de l'attribuer en fait au rationnel, à l'inconscient, à ce qu'on connaît, il l'attribue à l'irrationnel, un message qui viendrait d'ailleurs. Et c'est pas dérangeant. Il y a une vraie forme de sincérité là-dedans. C'est juste peut-être que s'ils s'intéressaient un peu plus en profondeur aux techniques que les gens comme moi peuvent employer, ils se diraient ah ben oui, c'est un petit peu ce que je fais, effectivement. Donc voilà, je sépare quand même. Alors, je ne sais pas si les vrais voyants, les vrais médiums existent, mais en tout cas, dans ceux qui ne le sont pas, il y a vraiment 2 camps, je pense. Ceux qui savent qu'ils ne le sont pas et ceux qui ne le savent même pas, tout en utilisant des techniques de psychologie que je reconnais à 10 km, quoi. Oui, c'est ça, vraiment intéressant, je trouve. Alors, dans ton guide aux éditions First, l'anti-guide de la manipulation, devenez un manipulateur bienveillant et déjouez les manipulateurs toxiques, tu décortiques la manipulation, ses techniques, justement. Évidemment, tu dis qu'on manipule tous en permanence, c'est-à-dire que ce soit de manière consciente ou inconsciente, ça fait partie, c'est intrinsèque à notre nature humaine. Oui, en fait, l'être humain ne sait pas ne pas communiquer. On communique en permanence. C'est-à-dire que si là, demain, tu rentres dans un ascenseur et tu dis « je ne parle pas, je communique pas », le fait que tu le fasses pas communique quelque chose au reste des personnes dans l'ascenseur à partir de ce moment-là. Ne serait-ce que ton mutisme, ton visage, ta manière de t'habiller, ta manière de te tenir, ta manière de respirer. On communique en permanence. Une fois qu'on a établi ça, il faut aller un peu plus loin. La communication véhicule toujours une forme de manipulation les uns envers les autres. Si tu arrives en souriant dans l'ascenseur, tu es en train de manipuler l'autre pour qu'il soit positif à ton égard parce qu'on a une relation un peu de donnant-donnant. Donc tu sais qu'en envoyant cette bienveillance, tu espères en générer en retour. Et j'ai voulu vraiment écrire ce livre, moi qui ai lu énormément et étudié énormément sur la manipulation, je trouvais qu'il manquait ce chaînon manquant de admettons maintenant qu'on se manipule tous, parce que si on arrive à l'admettre, on peut enfin décider d'être un manipulateur ou une manipulatrice bienveillant, de faire les choses proprement. Parce que réfuter le fait qu'on se manipule en permanence, c'est aussi prendre le risque de mal manipuler du coup en permanence et de pas être dans le bon camp. C'est un peu l'autruche qui met la tête dans le sable, de dire non, je manipule jamais, et puis du coup on remet pas en question sa manière d'être ou de faire ou de parler. Moi qui ai même écrit ce bouquin, qui ai étudié ça durant des années, des fois je me tape un peu sur l'épaule mentalement et je me dis Fabien, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas terrible, tu vois ? Tu sais que tu fais pas la chose correctement. Allez, reprends-toi un petit peu. Parce que c'est pas grave de pas bien faire tout le temps. Mais par contre, c'est grave de refuser d'en avoir conscience, qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait mieux parler. Tu vois, la première chose que j'ai enlevée de ma vie, c'est les demandes implicites. Les demandes implicites, on en fait beaucoup. On est chez soi et puis on dit « Oh là là, il fait froid ». On le dit 2-3 fois jusqu'à temps que quelqu'un se lève pour aller fermer la fenêtre. Ça, c'est une mauvaise manipulation. Si on veut que quelqu'un aille fermer la fenêtre, on dit « Excuse-moi, s'il te plaît, ça te dérange pas d'aller fermer la fenêtre ?» Et le fait de ne pas le faire, c'est une forme de protection d'ego dans la manipulation de « Ah, mais moi, j'avais rien demandé, en fait. Je ne t'ai rien demandé, je ne te dois rien. » Voilà, ça, c'est un truc que moi, j'ai réussi à enlever de ma vie. Je fais très attention. On ne fait pas de demande implicite. On demande les choses. Donc, ça veut dire on se confronte aussi au fait que la personne puisse refuser.
Et si elle refuse, eh bien, on doit le recevoir avec bienveillance, parce que si on n'est pas prêt à accepter un refus, ça veut dire qu'on ne demandait pas, mais on donnait un ordre, en fait, en réalité. Donc, et après, on dit merci. C'est pas une faiblesse de dire merci, c'est pas une faiblesse de s'excuser, c'est pas une faiblesse de faire prendre conscience à l'autre qu'on a... demander. Et oui, qu'on a eu besoin de lui à un moment donné. Il n'y a aucun problème, on est tous dans cette situation à plus ou moins grande échelle, plusieurs fois dans nos journées. Donc, mais c'est un vrai travail sur l'ego aussi, de vouloir travailler sur la manipulation. Ah, c'est sûr. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche dans notre cerveau instinctivement, je dirais, à faire pencher un peu la balance de son côté, c'est-à-dire à tirer la couverture à soi en essayant d'influencer, de manipuler même inconsciemment l'autre. Parce que quand tu dis tout à l'heure, je me tape sur l'épaule, c'est quand tu en as conscience. Oui. Mais souvent, en fait, on est en inconscience par rapport à ça. Oui, et la partie inconsciente, sûrement un peu moins inconsciente une fois qu'on aborde le sujet. Tu vois, par exemple, les personnes qui nous écoutent, ça va laisser une trace quand même positive dans le fond de la pensée, dans l'inconscient, tout ça, et c'est cool. C'est même d'ailleurs pour ça que j'étais très heureux que tu m'invites pour qu'on parle de tout ça. Mais la partie réflexe, en fait, sans parler de cerveau reptilien, parce qu'en science, ça n'existe pas vraiment, mais ça symbolise bien ce que je veux dire. À la base, on est des survivants. On est des survivants individuels. L'être humain est né pour vivre en société, en groupe, mais il n'a jamais cassé, en fait, sa survie individualiste, en fait. Alors aujourd'hui, on peut appeler ça l'ego, mais il faut qu'on soit leader. On est tous le héros ou l'héroïne de sa propre vie, et ma foi... on va franchir tout ce qu'il y a à franchir pour être sûr qu'on vive la meilleure version et que ça se passe bien pour nous. Alors parfois il y a une forme d'ego, parfois une forme de fainéantise, parfois pour certains aussi une forme de jeu pervers qui se rassure aussi. Des fois on a envie d'être bourreau parce qu'on en a marre d'être victime, alors on se dit si j'arrive à obtenir, j'ai été malin, etc. D'ailleurs remarquez, quelqu'un qui a réussi à faire une petite arnaque de bas étage dans le quotidien, par exemple, parce qu'il a payé un truc moins cher dans un magasin et puis il est sorti sans qu'on s'en aperçoive à la caisse, il va te le dire, oh là là, j'ai fait un truc, c'est super, on va être heureux de ça. C'est bizarre parce qu'on brave aussi un interdit, c'est excitant, ça génère un peu de la dopamine, donc il y a un mélange de tout ça qui fait que dans le fond, on est persuadé, mais sincèrement tous persuadés d'être gentils et bienveillants. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit moi je suis pas gentil, moi je suis pas bienveillant. On est tous persuadés de l'être, et néanmoins, rien qu'en se disant ça, on se manipule un peu pour pas être en dissonance cognitive sur nos actes, parce que dans notre manière de parler ou d'agir ou parfois même de penser, on n'est pas si clean que ça, quoi. Et le grand nettoyage n'existera jamais, à part sûrement pour les personnes qui dédient leur vie via une méditation, de réflexion permanente. On n'a pas tous le loisir ou l'envie de le faire. Mais voilà, on sera jamais tout clean, mais on peut s'améliorer là-dedans. Je ne vais pas dire être meilleur, parce que je pense vraiment que les gens sont bons à la base, mais on peut être meilleur, quoi. Alors c'est vrai que quand tu expliques le fonctionnement du cerveau par rapport à la manipulation, tu dis qu'on peut être récepteur et émetteur en fait de la manipulation, et tu donnes cet exemple dans ton livre avec le calcul, le cheval, pierre, feuille, ciseaux. Là, tu donnes plusieurs exemples. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Il y a l'émetteur de... Si on fait bien référence à la même chose, mais l'émetteur de la manipulation, il a forcément besoin d'un récepteur en face, quoi qu'il arrive. Karpman, il y a des années, a schématisé une relation manipulatoire en 3 postes possibles: le bourreau, la victime et le sauveur. Et la question, c'est à quel moment, dans quel rôle on est le mieux. Quel est le rôle le moins manipulant ou le plus agréable à vivre? Est-ce que c'est bourreau? Est-ce que c'est victime? Est-ce que c'est sauveur? Lequel est émetteur? Lequel est récepteur? En réalité, les 3 sont à jeter. Il n'y a pas un seul des 3 postes qui est bon. C'est-à-dire que si on est victime, c'est pas bon, parce qu'en tant que victime, on va créer son propre bourreau pour être sûr qu'il y a un émetteur face à soi-même, en fait, à ce moment-là. Donc le fait de se victimiser, ça transforme automatiquement l'autre en bourreau. Le fait d'être bourreau va transformer forcément une personne en victime. Le fait de se placer en sauveur,
Alors, sauveur, je connais bien parce que c'est un rôle que j'ai souvent pris avant d'en avoir conscience. Ça veut dire qu'on a besoin... Oui, bienvenue au club. Ah, voilà. Et on a besoin d'une victime. Forcément, si on n'a pas de victime devant nous, on n'a personne à sauver. Et donc là, il commence à se créer un ping-pong de manipulation qui est très pervers. C'est que, par exemple, je vais voir... Alors, moi, je vais te dire une bêtise. Je vais voir ma compagne qui galère sur un truc de travail à elle, par exemple, sur l'ordinateur. Ou son ordinateur galère, elle n'arrive pas à faire quelque chose. Elle ne me demande rien. Il n'y a pas d'implicite, il n'y a pas d'explicite. Moi, je dis, mais attends, je vais te le faire. Et puis, elle va me dire, ben non, c'est bon. Si, attends, je vais te le faire, t'inquiète, ça ne me prend pas longtemps, etc. Je sais le faire, t'en fais pas. Oui, mais là, j'en ai pas de besoin. Oui, mais moi, je vais te le faire. Donc ça monte déjà un petit peu. À partir du moment où elle est dans le refus, je deviens un peu une victime parce qu'on ne veut pas de moi. Mais moi, j'ai envie d'être sauveur. Donc je lui prends l'ordi, je vais lui faire son truc, elle va attendre, elle va s'agacer parce que c'était pas le moment de le faire. Et puis je vais lui rendre. Et tout en lui faisant ça, je la victimise parce que je lui envoie le message de « tu n'es pas capable », alors qu'elle n'avait rien demandé au départ. Tout allait bien. Et puis en lui rendant, je vais attendre un merci. Je vais attendre qu'on me complimente, qu'on me remercie quand même, parce que j'ai sauvé, j'ai fait Superman. Et si elle ne dit pas merci, ben je vais lui reprocher. Donc je vais me transformer en victime. Je dis, ah, tu te rends compte, j'ai pris le temps alors que j'avais plein de choses à faire. Et moi, ben voilà, je prends quand même le temps de t'aider. Et alors toi, même pas un merci, même pas t'as pensé à moi pour ceci ou pour cela, moi qui t'ai aidé ce matin avec ton ordinateur. Et donc là, on se met en victime et on transforme l'autre en bourreau. Donc en fait, on est l'émetteur et le récepteur en permanence. Il faut forcément les deux pour que ça existe. Il faut vite comprendre qu'il faut s'extraire de ce triangle-là, sauveur, bourreau, victime. Parce que même dans un conflit, d'ailleurs, on peut être l'un ou l'autre. On peut switcher de rôle en permanence. C'est pas si figé que ça. Bien au contraire, c'est très flexible. Et donc la seule manière de n'être ni émetteur ni récepteur, c'est de refuser de rentrer dans ce triangle. Et si tu as le temps de me laisser te raconter une anecdote, elle est très rapide. Bien sûr. J'ai une fois une personne avec qui j'ai vécu qui m'envoie un texto très très violent. Alors on n'est plus ensemble à ce moment-là. Et puis c'est très violent, c'est un reproche d'un manque de respect de ma part dans sa grille de lecture qui, factuellement, n'était pas le cas. Sa perception était erronée. Donc j'allais lui contre-argumenter tout ça. Lui dire, non, tu te trompes parce que nanani, nanana. Et je me dis, mais si je fais ça, j'accepte mon rôle de victime. Donc ça va pas. Donc j'ai réfléchi, je me dis, non, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'elle m'a dit ? Et je suis sûr d'une seule chose, ce qui est vrai, c'est son ressenti. Donc je vais déjà valider et dicter son ressenti, en fait. Donc je m'excuse pas, je n'admets pas, mais je ne me justifie pas non plus. Juste, je vais étiqueter son ressenti. Et en étiquetant son ressenti, je vais lui demander, du coup, qu'est-ce qu'elle attend à partir de ce moment-là. Et je ne parle plus du tout, en fait, du sujet de conflit qu'elle a mis sur la table, que je pense rationnellement erroné. Et donc, je mets « j'ai bien eu ton message, si je comprends bien, tu as beaucoup souffert de cette situation, ce n'était pas mon intention, sache-le. Néanmoins, que puis-je faire pour toi maintenant pour t'éviter de continuer à souffrir ?» Et en fait, sa réponse, ça a été incroyable. Elle m'a juste mis qu'on continue à se respecter mutuellement. Et c'était la fin du triangle, en fait. Ça a pris 3 échanges. Alors que si j'étais parti, moi, un petit peu en vrille, parce que c'est ça, mon émotion première, c'était de la colère, de l'injustice, mais n'importe quoi, elle invente. La victime se réveille, là. Ah bah oui, c'est pas passé ça. Et puis si, donc si j'avais répondu ça, elle allait juste entendre quoi, dans le fond, que je la traitais de menteuse sur ce qu'elle ressentait. Et donc, ça serait monté en escalade. Là, en 2 messages, ça s'est quand même très bien terminé, avec une vraie intention avec laquelle j'étais complètement aligné, de continuons à nous respecter l'un l'autre. Ah ben oui, tout à fait. Et donc je me suis même pas excusé, tu vois, je me suis pas justifié, pas excusé. C'est ça, faire un pas de côté de ce jeu malsain qu'est le triangle de Karpman. Alors c'est vrai que dans ce triangle de Karpman, vraiment fascinant, on peut être de manière beaucoup plus systémique dedans. J'ai le sentiment, c'est-à-dire que des personnes dans leur vie retombent peut-être parfois dans un couple systématiquement dans le rôle de la victime ou de la victime par exemple, et tombent à chaque fois sur des bourreaux. Et puis là, ce que tu mentionnes comme exemple, c'est plus conjoncturel. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve de manière conjoncturelle dans une situation. Ça peut être au travail, dans la rue,
avec des amis, mais c'est pas forcément notre vie qui est organisée comme ça. Et je trouve que ça fait quand même une différence en termes de prise de conscience. Oui, complètement. Le côté systémique, il existe et on peut le constater. Alors, dans le triangle de Karpman ou même dans des émotions de vie, c'est rassurant. Hein, c'est rassurant d'être dans ce qu'on connaît. Alors, c'est pas agréable, par exemple, de vivre dans la tristesse ou dans le ça ne va pas, mais c'est rassurant. Parce que si on a connu ça tout le temps, eh bien, de toute manière, déjà, le cerveau, il veut nous protéger des efforts. Dis-toi que si on se place du point de vue de la biologie, le cerveau, c'est un organe, un agglomérat de environ 68 à 86 milliards de neurones, connectés par des synapses. C'est quand même un vrai chantier là-dedans, mais c'est de la matière, quoi, hein, ça existe. Et donc, quand tu veux changer une manière d'être ou une manière de penser, dis-toi bien que tu demandes à ton cerveau de déconnecter des synapses et de créer des nouveaux réseaux entre tes neurones. C'est pas rien quand même, tu vois, de faire ça. C'est du travail. Et ça consomme, ce travail-là, de l'énergie. Et l'énergie que consomme le cerveau, c'est entre 21 et 25% de ce que tu respires, bois et manges. Il prend sa collecte de quasiment un quart de tout ce que tu consommes pour faire carburer là-haut, en essayant de pas trop chauffer au sens littéral du terme, puisque quand on utilise une calorie, on la brûle littéralement. Donc, il essaie de te protéger aussi, de te dire « Attends, on change pas trop. Moi, j'ai un système fonctionnel. Hein, en termes de survie, ça marche. Pourquoi on s'embêterait à tout déconnecter ?» Et c'est pour ça que c'est si dur aussi de prendre du recul. C'est si dur d'opérer des changements. Et plus l'âge, plus l'expérience et parfois même plus la compétence arrive, plus on aime se vautrer dans ce qu'on connaît, en fait, en réalité, alors qu'on voit bien que les enfants, c'est très flexible. D'où le côté systémique de si je suis victime, je vais continuer à chercher des bourreaux parce que je connais. Ça me rassure, je sais qui je suis dans cette situation. Il y a effectivement cette boucle mentale et ces synapses, comme tu dis, en effet, où là, on voit très bien dans ton exemple qu'à un moment donné, tu fais un pas de côté, voilà. Et puis, on sait qu'il y a aussi des personnes qui ont de telles blessures dans leur construction caractérielle que ces empêchements font que la blessure sous-jacente est vraiment quelque chose de profond, qui font qu'elles se remettent dans ce type de situation et que le pas de côté pour changer la configuration du synapse est peut-être plus complexe finalement. Oui. Ou les blessures à vivre, ou plus dangereux encore, les blessures profondes qu'on n'a pas identifiées. C'est, tu sais, dans la manipulation, qu'elle soit interne, c'est-à-dire celle qu'on se fait à soi-même sans se rendre compte, ou qu'elle provienne de l'extérieur, il n'y a vraiment que 2-3 choses qui peuvent aider. C'est le temps de la réflexion et l'acquisition de données. Le temps de la réflexion, c'est-à-dire on ne fait pas confiance à sa première pensée instantanée, à sa première émotion. Alors pourtant, les émotions, c'est intéressant. D'ailleurs, on n'en parle peut-être pas assez, mais tu sais, on parle souvent de la douleur. La douleur, c'est la nociception, ça fait partie des sens de l'être humain. Si je te pince, t'as mal. Pourquoi t'as mal ? Parce que tes nerfs ont envoyé une information au cerveau qu'il y avait une agression de la peau à tel endroit, et ton cerveau veut dire au reste du conscient, attention, il y a un danger de ce côté-là, on pourrait être abîmé, notre corps peut être abîmé. Pour moi, l'émotion, c'est un peu pareil. Alors, c'est une théorie très personnelle, mais je trouve que l'émotion, elle arrive comme si on te pinçait, mais autre chose, en fait. On te pince l'âme, on te pince l'état d'esprit, on te pince l'humeur, et ton cerveau veut te dire, attention, ça va pas bien, et si ça continue, on va nous abîmer. Mais on va nous abîmer, en fait, l'humeur, l'état d'esprit, l'être, le moi, ou ce que tu veux, quoi, tu vois. Donc, prendre le temps de la réflexion, c'est de se dire, ma première pensée ou ma première émotion, surtout quand elle est négative, est peut-être incorrecte. Mais en tout cas, je ne le sais pas. Donc, pour y réfléchir, si c'est une pensée, je vais la remettre en question. Si c'est une émotion, je vais l'étiqueter avec les pourquoi. Pourquoi je me sens en colère, là, que la personne se soit servi un café sans m'en proposer un ? Parce que j'en voulais un. Oui, mais pourquoi ça m'a énervé qu'elle ne propose pas ? Parce que moi, j'aurais proposé. Et je propose toujours. C'est vraiment quel était mon besoin en fait derrière. C'est ça, mais pourquoi tu proposes toujours ? Parce que je suis gentil. Mais pourquoi je suis gentil tout le temps avec les autres ? Parce que je veux qu'ils me remercient. Et pourquoi je veux être remercié ? Et tu vas un peu plus loin et tu comprends que le problème, c'est pas du tout que la personne t'ait pas proposé un café, quoi. Et l'acquisition de données, hein, évidemment, pour éviter la manipulation interne ou externe, c'est ça. Alors interne, ça demande d'aller creuser soi-même. Et puis externe, c'est de se dire,
je vais essayer de me renseigner. C'est impossible d'avoir un avis tranché tout de suite. Même parfois d'ailleurs en manipulation interne, tu sais, un jour on m'a dit mon petit cousin avait raté son bac. Ma première pensée, ça a été quand même de me dire, il n'a pas assez travaillé. Ben non, qu'est-ce que j'en sais, je le vois jamais ce petit cousin, tu vois. Pourquoi je me disais, et je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que si on m'avait dit qu'il avait eu son bac, je pense que je me serais dit, oui, il le donne à tout le monde en ce moment, c'est facile, tu vois. Plutôt que d'aller chercher des données, j'aurais fait ce qu'on appelle une erreur fondamentale d'attribution. Et d'ailleurs, tu vois, s'il a raté, je lui trouve une raison interne. S'il a réussi, je trouve une excuse externe. Et bien pour soi-même, c'est l'inverse. Si mon livre, il cartonne en librairie, je me dis, ouais, ça c'est parce que j'ai écrit le bon livre, le bon titre, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, donc, c'est des raisons externes. Et puis, si il marche pas, c'est des raisons internes, je veux dire. Et s'il ne marche pas, je vais trouver des excuses externes. Je vais me faire, oui, mais là, il y a l'inflation, les gens ont plus d'argent. Et puis, avec Internet, plus personne ne lit en ce moment. Et puis, en plus, il y a la guerre, tu vois. Notre cerveau, il veut décider vite, rapidement. Il veut pas trop consommer. Il veut absolument, en fait, qu'on ait un avis tout de suite. Eh bien, on a le droit de pas d'avoir d'avis tout de suite. Et pour ça, il faut un peu redompter et prendre ce temps. Tu as mentionné plusieurs fois justement l'auto-manipulation, je trouve ça vraiment intéressant, et tu dis que le conditionnement, la première forme d'auto-manipulation qu'on a, c'est celle du conditionnement justement, en rapport avec ce bon vieux conditionnement de Pavlov, et ce sont finalement nos rituels qui fait qu'on a une forme d'auto-manipulation. Alors, j'aimerais bien que tu l'explicites, parce que là, ça va faire écho forcément à notre vie quotidienne. Oui, eh bien regarde, là, pour cet enregistrement, cet échange, tous les deux, on m'a assis dans une pièce insonorisée, dans un fauteuil confortable, et j'ai demandé un café. Parce que je sais que mon cerveau reconnaît cette situation comme étant une situation où je peux me poser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré une journée très dense, eh bien, en plein cœur de cette journée, j'ai cet échange avec toi où je parle comme si on était le soir chez moi, en train de parler après un bon dîner. Tu vois, on échange d'une manière aussi informelle et aussi calme, aussi posée. C'est parce qu'en prenant ce café que je prends habituellement le soir, j'ai réveillé un ancrage et un conditionnement dans ma tête. Depuis des années, ce petit café, je le prends systématiquement avant de me coucher, écran éteint, au moment où je veux juste, souffler un peu de ma journée. Et au début, je l'ai fait pour prendre un moment, un temps pour le faire. Donc, pour timer un peu ce temps-là, je me faisais une boisson chaude. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Comme le conditionnement de Pavlov avec ses chiens à l'époque, Pavlov faisait sonner une petite sonnette et puis les chiens salivaient alors que le repas n'était pas encore là parce qu'il les avait habitués à les nourrir en agitant la sonnette en même temps, etc. Donc il y a une confusion mentale qui s'est faite. Et bien de la même manière, on peut le faire pour soi-même. Alors soit on le fait volontairement, c'est-à-dire on décide de créer un ancrage comme ça positif, des habitudes positives avec une action, un état d'esprit, une humeur, une manière d'être. Et on se force à le tenir. Donc moi, c'est l'exemple de ce rituel où je me détends avec mon café assis chez moi à une certaine heure de la journée. Eh bien, à force de le tenir, maintenant, quand je reproduis cette situation à un autre moment de la journée, mon corps directement va libérer les endorphines, le bon état d'esprit, les bonnes hormones, pour que je sois dans le même état de relaxation que j'ai d'habitude quand je le fais. Et puis un peu plus dangereux, il y a tous ces moments-là où on a des rituels et on ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte qu'en fait, dès qu'on fait telle action, en fait, on est plutôt agacé, tu vois, ou qu'on a une manière de parler qu'on a un peu aussi ritualisée pour montrer quelque chose. Je te prends un autre exemple. Je pense que il y a un truc qui n'est pas dans le livre, mais je pense que si on veut bien gérer un couple, je ne parle pas forcément d'un couple d'amour, hein, même si ça en fait partie, la première chose à faire, c'est de ne pas mépriser l'autre. Okay ? Ça paraît évident, dit comme ça, mais je remarque beaucoup que quand les gens se parlent, dans l'intonation de la réponse, ils ont ritualisé quelque chose qui est presque de l'ordre de pavlovien, tu vois, de quand je sais... Je le donne sur une certaine intonation pour montrer que je sais ou pour montrer que je suis occupé. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire tel truc ? Ça veut dire tel truc. Tu vois, avec cette petite gestuelle, cette petite intonation, parce que
on a pris l'habitude de le faire comme ça, en fait. On ne s'est pas bien rendu compte et on a même peut-être entendu d'autres le faire. Sauf que c'est reçu par l'autre, par le cerveau de l'autre, comme étant du mépris. Donc rien ne peut bien couler de ça, tu vois. Et parfois on le fait aussi parce qu'on était dans une action, donc on vient de nous couper, donc on s'est pris l'habitude, quand on nous a coupé, de répondre d'une manière un peu plus hautaine pour que l'autre comprenne qu'on a une vie sérieuse, intéressante et que là on n'a pas le temps. Mais de le faire comme ça, au lieu d'envoyer le message très clair, je n'ai pas le temps de discuter pour le moment, on envoie du mépris inexpliqué à l'autre personne. Donc en fait on prend comme ça ses habitudes. C'est vrai qu'en t'écoutant, je me dis, ça nous demande quand même une espèce de vigilance, hein, d'être vraiment actif dans cette auto-vigilance de ce que je suis en train de faire, qui peut être aussi fatigante. C'est-à-dire qu'on est dans une hyper-conscience de ce que je verbalise, ce que j'envoie en verbal ou en non-verbal d'ailleurs, hein, parce que là tu as parlé d'exemples où il y a une verbalisation, mais ça peut être aussi dans le non-verbal, évidemment. En réalité, il y a cette fatigue si on veut être parfait. Et alors, gros spoiler, on ne sera pas parfait. Par contre, tu peux le faire d'une manière beaucoup moins fatigante et reposante. C'est juste avoir conscience du moment. Alors, je rentre pas trop dans tout ce qui est vivre l'instant présent, etc. Mais juste avoir conscience du moment. Ne pas trop laisser son cerveau en mode automatique. On appelle ça le mode par défaut. Et juste prendre toujours le temps de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et la manière la plus reposante que j'ai trouvé de le faire, c'est que je suis toujours accessible, mais rarement disponible. Tu vois ? Il ne faut pas hésiter à dire non, il ne faut pas hésiter à mettre à plus tard, dans quelques secondes, et à prendre le temps de l'explication pour ça. À considérer que les autres ne viennent pas nous agresser, en fait. Ce n'est pas le but du reste du monde de nous agresser, parce qu'on peut se sentir parfois en agression permanente, et de se dire, si on est venu me couper pour quelque chose que je trouve stupide, en vrai, la personne, elle s'est pas dit « Oh là là, je vais aller l'embêter. Je vais aller vraiment le couper pour lui dire le truc le plus stupide. » Non, la personne avait une question et c'est légitime. Par contre, c'est peut-être pas le moment. Donc on peut peut-être lui dire « Tu sais, quand je suis en train de faire ça, j'aimerais que tu me coupes pas, ou en tout cas que tu viennes pas m'interrompre pour me poser une question. Pour discuter, pourquoi pas, peut-être pas pour me poser une question. Enfin, tu vois, on trouve ces règles du jeu et on les transmet. On a aussi ce truc de vouloir répondre à la demande en permanence, à la sollicitation, à la manière d'être. C'est comme ça d'ailleurs que certains manipulateurs vous pressent pour que vous décidiez vite de signer un contrat ou de prendre une décision rapide. Tu sais, j'ai cet exemple-là. Ça remonte à des années, ça remonte à 2007-2008. Je travaillais à La Rochelle et je me lançais en tant que mentaliste plutôt spectacle. Et ça agaçait, je le savais, un gros entrepreneur là-bas qui avait le marché de l'événementiel. Et puis un jour, il m'appelle et il me laisse pas en placer une, on s'était jamais rencontrés. Et puis il me dit, oui, voilà, je fais une soirée la semaine prochaine, samedi prochain, il y aura tous mes gros clients, donc tu viens faire une prestation, tout le monde vient gratuitement, faut jouer le jeu, et puis après, évidemment, ceux qui ont joué le jeu, je leur donnerai des contrats. Donc c'est bon, t'es dispo samedi prochain ? Et il me presse aussi rapidement et violemment que ça. Et là, moi, je sais plus quoi faire, quoi. Parce que je veux pas dire non bêtement, parce que j'aurais un intérêt certain à travailler avec lui, tu vois. Mais je veux pas dire oui non plus parce que dans mes émotions, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, je me sens pas bien. Et dans ces moments-là, quand je te disais faut prendre le temps, le seul temps que j'ai pu prendre, c'est de raccrocher sans lui parler. J'ai raccroché le téléphone, littéralement. J'ai dit, il faut qu'on me... Tu l'as raccroché au nez, en fait. J'ai raccroché au nez. Et puis, il me fallait de l'air. Et dans la vraie vie, je serais allé aux toilettes, tu vois. Donc, j'ai raccroché. J'ai pris le temps de la réflexion, quelques minutes. Je l'ai rappelé et je lui dis excuse-moi, la conversation a coupé. Alors ça, c'était pour être en accord avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai pas menti, j'ai menti par omission. J'ai pas dit j'ai raccroché ou on a été coupé. J'ai dit excuse-moi, la conversation a été coupée. Bon, c'est un état de fait, tu vois. Alors là, je m'arrange comme je veux avec la vérité. Et là, j'ai pu lui dire ce que j'avais réfléchi. Je lui ai dit, écoute, déjà, merci d'avoir pensé à moi pour ça, je te remercie. Par contre, comme tu le sais, les samedis, il n'y en a pas beaucoup par mois et c'est les samedis où on travaille le plus. Comme je commence, je ne peux pas trop me permettre de m'engager à ne pas gagner ma vie un samedi. Mais néanmoins, je serais très intéressé pour le faire. J'ai juste besoin qu'on fasse un contrat comme quoi tu t'engages à me donner 5 contrats cette année par rapport à ça et que si tu ne me les donnes pas, tu m'es redevable d'une facture de temps.
puisque c'est ce qu'il m'avait dit oralement. Il m'avait dit, les personnes qui viennent, je leur donnerai des contrats toute l'année, tu vois. Donc, je lui ai proposé de formaliser ça et qu'il s'engage à me rémunérer a posteriori s'il ne me donnait pas de contrat. Bon, il l'a refusé. Ça a fonctionné ? Il l'a refusé. Non, il l'a refusé. Alors, la fin de l'histoire est marrante. Il l'a refusé. Il n'a pas bien pris du tout. Cette soirée a donc eu lieu sans moi. Et à terme, je suis, sur les 3 années suivantes, la personne qui a le plus travaillé avec lui et avec cette agence. C'est incroyable, hein, alors que j'ai jamais été à la soirée. Parce que bien plus tard, il m'a vu travailler, il a eu besoin de moi, et moi je sais qu'il ne se souvient même plus de cet appel, tu vois. Et donc, il m'a fait travailler, en fait, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça. On va pas travailler pour quelqu'un parce qu'on lui rend un service. On travaille pour quelqu'un parce que notre travail est de qualité. Et donc, j'ai pas eu peur, en fait, de perdre ça. Tu vois ce que je veux dire, en me disant, si mon travail est de qualité, je manquerai pas, en fait, qu'il le remarque un jour et qu'il m'intègre. Ce sera aussi à son avantage. Mais oui, donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais tout ce que tu dis là, c'est vrai que ça a à voir avec aussi nos soumissions, nos façons de faire des compromis, notre façon aussi de coopérer. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. Est-ce que toi, tu avais l'impression d'ailleurs que tu avais des prédispositions par rapport à cette vigilance que tu as dans la communication à l'autre ? Alors, j'ai de la chance sur une chose. Je n'ai pas de prédisposition, mais vers mes 15-16 ans, j'ai fait une recherche fondamentale de ce qui me rendait heureux dans la vie. Et c'est pas rien de dire ça. C'est-à-dire, j'ai fait un travail sur moi. Je vais vous expliquer d'ailleurs pour les personnes qui voudraient utiliser la méthode Olicard pour le faire. J'ai cherché mes mantras. Alors moi, j'ai utilisé le mot mantra, mais c'est galvaudé. Hein. C'est juste un mot que j'ai mis là pour lui donner un nom. Durant une semaine ou 15 jours, c'est pas très clair. Sur une feuille, j'ai marqué tout ce que je voulais dans la vie. Mais ça pouvait être purement trivial, hein. Une belle voiture, comme aller visiter le monde, ou passer du temps avec mes amis, ou gagner 10 000 francs, à l'époque c'était par mois, tu vois. Toutes les envies, de la plus petite à la plus grosse, sans jugement, je les ai notées sur plusieurs feuilles, d'ailleurs en réalité, que j'avais toujours sur moi. Donc dès qu'un truc me venait, je le notais. Et quand j'ai fini ce processus-là, j'ai pris cette feuille et je me suis dit, il faut que j'essaie maintenant d'écrire 2 fois moins. Il y a forcément des choses qui se rassemblent en un seul concept, en une seule phrase. Par exemple, si je veux une belle maison, un bon salaire, des choses comme ça, en fait, j'ai envie de vivre confortablement. Tu vois, on peut le réduire à ça. Donc, j'ai fait cette phase de réduction. Donc, j'ai eu plus que quelques lignes qui globalisaient tout ça. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas d'où me vient cette inspiration, je me suis dit, il faut que j'arrive à le réduire à un mot. Alors mon but, c'était de le réduire à un mot. Avec l'expérience, je vous le dis, ça se réduit à 2 ou 3 mots, mais rarement moins. J'ai cherché quels étaient les mots qui pouvaient vraiment symboliser tout ce que j'avais écrit, toutes les phrases qui restaient en tout cas de la première réduction. Et j'ai trouvé ces 2 mots, c'est liberté et autonomie. Alors ça marche pour moi, ça marchera pas pour mon voisin. D'ailleurs, depuis, je l'ai fait pour plein de gens, tu vois. J'en ai, c'est prospérité, amitié. D'autres, c'est amour, expérience. Enfin, tu vois, moi, c'est liberté, autonomie. Ça veut dire que assez tôt dans ma vie, j'ai une boussole dans la main sur laquelle j'avais une aiguille qui était orientée vers la liberté et l'autonomie. Toutes mes décisions, je les ai prises en fonction. Si ça m'enlève de la liberté, si ça m'enlève de l'autonomie, peu importe ce que je pense rationnellement de l'opportunité ou de la proposition, ça me rendra moins heureux forcément. Et de la même manière, si ça va dans la direction de la liberté et de l'autonomie, ça me rendra plus heureux. Le fait, en l'occurrence, dans l'anecdote que ce directeur d'agence soit en train de me contraindre, de m'obliger à faire des choses, eh bien c'est ça que ça réveille chez moi. J'étais d'un coup moins libre, moins autonome. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas quelque chose qui peut me rendre plus heureux. Et comme moi, mon seul but dans la vie, c'est d'être heureux, hein, depuis toujours, hein, c'est vraiment de ça, eh bien je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. Alors, c'est pas un don, c'est une avancée. Par contre, il faut l'assumer. Je te prends un dernier exemple très concret. Il y a quelques années, quand je me lance dans le spectacle vivant, il y a un producteur d'une très célèbre émission quotidienne qui veut absolument m'avoir dans son émission 5 fois par semaine. Il me fait la proposition, autant te dire que n'importe quel artiste veut ça.
tu vois, c'est incroyable pour remplir ces salles, c'est trop chouette, tu vois. Et moi, j'ai longuement réfléchi et je me suis dit, mais je vais être moins libre, moins autonome, parce que je vais dédier mon temps à ça, donc j'aurai plus la liberté de faire mes propres projets à côté. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, j'ai refusé. J'ai pris le risque de refuser ça, en me disant, là, peut-être pour la première fois, je fais une connerie. Et puis, en fait, non, j'ai pas fait de connerie, ça m'a rien enlevé à ma vie. Avant cette proposition, déjà, cette opportunité n'existait pas, donc c'est pas très grave que je referme cette porte, tu vois ce que je veux dire? Je comptais pas dessus la veille, quoi, tant qu'elle n'arrive pas. Et surtout, en suivant les directions que je m'étais données, je me suis pas laissé influencer par ce que me faisait espérer cette proposition-là. Et aujourd'hui, j'en reste intimement persuadé, si je l'avais fait, j'aurais pas exploré ce que j'ai pu explorer. Et c'est ni bien ni mal, ce que j'ai exploré. C'est par contre avec certitude ce qui me rendait plus heureux, tu vois. Oui, parce qu'on pourrait imaginer aussi que ces deux valeurs, ces deux sentiments qui sont importants pour toi, l'autonomie et la liberté, viennent aussi certainement d'une forme de construction caractérielle liée à peut-être, je dis n'importe quoi, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais un enfermement peut-être que tu as pu sentir dans ta vie en étant petit, même en inconscience, et que tu as ce besoin tellement fort chez toi qu'effectivement, c'est une valeur qui arrive en premier. La question que je pose à travers ça, c'est aussi le discernement par rapport parfois à des valeurs qu'on érige dans nos vies, de savoir aussi d'où elles viennent en fait. Parce que ça peut être aussi une forme de construction, tu vois, derrière ça. Bien sûr. Et puis, c'est la question de l'œuf ou de la poule, tu vois. Moi, par exemple, c'était assez compliqué pour moi avec l'école, les cours dans l'ordre, à telle heure, etc. Dès tout petit, les horaires, et maintenant on fait ci plutôt que ça. Et la grande question à laquelle j'ai toujours pas de réponse, c'est... Est-ce que déjà à l'époque c'était mon besoin de liberté et d'autonomie qui me faisait ressentir ça? Ou est-ce que c'est parce que j'ai mal vécu ça sur des insights, des points très précis, que j'ai commencé à développer ce goût de la liberté et de l'autonomie? J'ai pas la réponse, mais je me suis posé la question, et c'est peut-être le plus important d'ailleurs, la pierre que tu soulèves, c'est de se poser aussi des questions pour voir si on est aligné en tout cas avec ça ou pas. Est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on est OK quand même avec ça, tu vois? Parce que c'est vrai que si on réfléchit en regard du processus d'individuation, par exemple, de Jung, où on est en miroir de notre systémie globale, de l'imago, on va dire, du monde, que ce soit notre milieu, là tu parlais de l'école, mais nos parents, la culture environnante, notre pays, etc. C'est vrai que c'est toujours cette question à se poser. À quoi je réponds en fait avec discernement? Est-ce que finalement, ce sentiment que je peux avoir d'insoumission ou de contrer une forme de manipulation, c'est aussi une réponse à quelque chose que j'ai vécu en étant plus jeune ou pas? Oui, c'est sûr. Parce alors, que ça reste, comme tu dis, des questions qui sont très ouvertes. Oui, parce qu'en exemple opposé à celui de l'école, j'ai celui de ma famille où ça a toujours été une valeur très importante d'être heureux et de faire les choses qui nous font envie et qui nous font plaisir. Moi, on m'a offert beaucoup de liberté chez moi, tu vois. Donc, lequel pousse un curseur dans un sens et lequel le pousse dans l'autre, c'est une véritable question, et effectivement qui restera toujours, en tout cas en pièce de puzzle incomplète. Ouais. Alors évidemment, quand on parle de manipulation, on parle aussi de manipulation négative, et on parle des manipulateurs. C'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode maintenant depuis de nombreuses années, qui sont ces fameux pervers narcissiques manipulateurs, etc. Est-ce que c'est pour toi aussi simple que ça, qu'il y a vraiment des grands méchants qu'il faut fuir et qui sont les rois de la manipulation consciente, on va dire, et puis d'autres qui seraient des victimes inconscientes de l'autre, où on revient à nouveau pour toi dans le triangle de Karpman? Quels sont les ressorts un peu autour de ça? Moi, je pense qu'on retombe systématiquement dans le triangle de Karpman, et comme je te disais en début d'échange, je suis persuadé que personne ne se considère méchant. Je pense que les pires tyrans de notre histoire, les pires monstres qu'on a eus, si tu les prends dans leur famille, ils ont l'air sympathiques, et si tu leur demandes s'ils se pensent gentils ou méchants, ils te diront qu'ils sont gentils. Tu vois ce que je veux dire? Et ils le penseront. Tu vois, c'est pas aussi manichéen que ce que veut bien nous offrir les films de Marvel et des studios hollywoodiens, de le grand méchant qui sait qu'il est méchant et qui détruira l'autre et le monde. Je pense que c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Et
Et à la limite, quelqu'un qui dit moi je suis méchant, tu vois, c'est quelqu'un déjà qui est en train de se mentir à lui-même et qui veut se convaincre de quelque chose, tu vois, c'est encore un autre problème et un autre sujet. Il n'empêche que ça existe. Il n'empêche aussi qu'il y a des personnes qui ont des constructions qui sont beaucoup plus dangereuses pour les autres. Dans le cas des pervers narcissiques, alors on utilise cette appellation, elle n'est pas reconnue en psychiatrie, hein, c'est juste une étiquette facile à utiliser. Mais dans ce genre de schéma-là, la seule solution pour la victime, là, ça reste de fuir. Tu vois, on peut aller jusqu'à ce stade-là, mais parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui a souvent d'ailleurs une certaine forme d'intelligence sociale et qui va aller très loin dans la destruction de l'autre, donc il n'y a plus de possibilité. Et en plus, il transforme régulièrement l'autre en bourreau, donc l'autre du coup veut devenir sauveur de la victime qui était son propre bourreau, donc bon, c'est un peu foutu. Là, il faut de l'aide extérieure, mais on est dans le curseur extrême. Mais d'une manière générale, dans la vie quotidienne, les portes qu'on ouvre, c'est des portes qui sont souvent liées au biais cognitif. Je dis les portes qu'on ouvre parce que un manipulateur a quand même besoin en face, tu sais, comme un hacker d'ordinateur, il a besoin d'une faille. C'est un petit peu pareil, quoi. Moins la personne se connaît, plus elle a de failles par lesquelles le manipulateur peut rentrer. Moins elle connaît le fonctionnement des biais cognitifs, le fonctionnement de son cerveau, plus elle a de failles également. J'en parle dans le bouquin justement des biais cognitifs parce que c'est la connaissance de soi-même qui permet en fait d'éviter le poison de la manipulation rentrer. Et puis je parle aussi de la manipulation bienveillante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la manipulation comme forcément négative, il faut être capable aussi de la classer, de la ranger. Pour moi, si quelqu'un me manipule avec bienveillance, je peux l'entendre. Et avec bienveillance, j'entends les choses suivantes. Manipuler avec bienveillance, ça veut dire qu'il faut déclarer ses intentions. Voilà, mon but est que tu viennes à mon déménagement dimanche matin. Ou mon but, c'est de te vendre cet aspirateur. Mon but, c'est que tu arrêtes de fumer parce que je crois que c'est pour ton bien, tu vois. Bon, on déclare une intention. Donc, c'est très clair. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va donner toutes les données et que la vérité. C'est-à-dire qu'on ne manipule pas une donnée et on n'oublie pas volontairement d'en donner une. Donc l'honnêteté de ces données-là va faire que la personne en face est en mesure de tout comprendre, en tout cas tout analyser si elle le souhaite. Et puis la troisième chose, c'est si ça demande une décision à l'autre, c'est de respecter, quoi qu'il arrive, avec la même bienveillance, j'insiste là-dessus, la décision de la personne, qu'elle dise oui ou qu'elle dise non, peu importe que ça nous arrange ou pas, c'est d'accueillir ça sans faire de reproches à l'autre, sans faire de manipulation émotionnelle, c'est-à-dire on se plaint pas, on n'est pas en train de lui dire « Ah ouais, après tout ce que j'ai fait pour toi, etc. etc. » Toutes ces choses-là, je rigole quand j'ai dit parce que je sais que les personnes qui nous écoutent, elles connaissent, elles l'ont vécu par elles-mêmes ou par quelqu'un d'autre, mais les fameuses petites phrases un petit peu assassines comme ça, bon ben là on n'est plus dans de la bienveillance, on a rechangé de manipulation. Ouais, puis des phrases assassines qui se transmettent de génération en génération. Alors, oui. On n'a pas parlé transgénérationnel, mais il y a vraiment aussi dans nos systémies ce qui s'est transmis à travers ça, de la plainte, de la lamentation ou du tyran, et à l'inverse. Oui, c'est assez bluffant. Là, j'ai une amie qui, je trouve, se plaint beaucoup dans son modèle de fonctionnement. Et j'ai eu l'occasion, une fois, de rencontrer sa mère, qui se plaint beaucoup. Et en fait, j'ai vu toute cette manière de faire qui se transmettait. Et si ça se trouve, c'est transmis aussi par la grand-mère qu'elle-même ne connaît pas, mais la transmission s'est faite quand même, tu vois, de ces schémas-là. C'est important de savoir, pas de savoir, de se demander pourquoi on est comme on est, effectivement, tu vois. C'est peut-être ça le premier... je vais au bout de la réflexion avec toi, mais c'est peut-être ça le premier fondement de se dire, bon, déjà, pourquoi je suis comme ça, tu vois. Et à la limite, on peut même se dire, pourquoi j'ai envie de savoir pourquoi je suis comme ça. Mais le pourquoi, c'est l'arme ultime quand même pour creuser en étant un peu détaché des réflexes émotionnels, quoi.
C'est ça. On n'a pas parlé de manipulation plus collective, et là on parle des foules. Je repense au podcast que j'ai enregistré avec Boris Cyrulnik sur justement les esprits libres qui sont une forme, qui vivent une forme d'insoumission. Je ne veux pas dire que ce sont des insoumis parce qu'on va croire que je fais de la politique, pas du tout, mais qui sont des rebelles. Hannah Arendt parlait comme ça de la banalité du mal, et de ceux qui au contraire, dans cette idée de banalité du mal, sont dans une forme de doxa et vont en fait être assouvis à une pensée commune. Absolument. Finalement, qui les a manipulés. C'est quand même assez étonnant d'observer ça. Oui. En plus, c'est souvent la même technique de manipulation. En réalité, quand on veut manipuler une personne ou un groupe, c'est souvent les mêmes leviers qui sont utilisés, avec quelques astuces qui sont un petit peu plus grande échelle, parce que dans la manipulation du groupe, alors du groupe, ça peut être un groupe d'individus, ça peut être les employés d'une société, ça peut être un pays, ça peut être le monde, ça peut être ce qu'on veut, mais on va pouvoir aussi utiliser des leviers temporels qu'on n'a pas forcément dans la manipulation, on va dire, plus quotidienne, tu vois. On peut dire, voilà, il faut faire des efforts maintenant pour ce qu'on va vouloir plus tard, tu vois. Et là aussi, je ne fais pas de politique. Désolé si ça ressemble à des choses que l'on connaît, mais c'est la réalité. Parce que ce qu'il y a bien avec plus tard, c'est que ce n'est pas maintenant. Donc on aura toujours le temps de le voir venir. Et puis justement, au moment où ça viendra, si on nous dit alors on a fait des efforts et ça aurait dû arriver maintenant, on pourra toujours se protéger derrière et oui, mais vous n'avez pas fait assez d'efforts, malheureusement. Donc on pourra renverser encore la charge de la responsabilité. La manipulation des foules, c'est quelque chose de compliqué et qui personnellement me fait vraiment flipper ces dernières années avec l'abondance des réseaux sociaux, l'abondance aujourd'hui de la fake news de plus en plus précise d'ailleurs, avec les IA qui sont disponibles pour faire de l'image, du son, etc. Il va vraiment falloir une envie à l'échelle individuelle, une envie de comprendre le monde qui nous entoure et d'être sûr de savoir prendre du recul sur ses propres biais de négativité ou sur nos biais de confirmation. On voit que ce qu'on a envie de voir pour éviter toutes les manipulations. Mais ça va être compliqué. Oui, effectivement, on pourrait donner d'autres exemples, et tu en donnes plein dans ton livre aussi. Trouver un ennemi commun, c'est le temps de la guerre, c'est la faute à une époque, la faute des Juifs, c'est la faute des émigrés, c'est la faute des femmes, des Blancs, des Noirs, etc. Donc c'est vraiment trouver toujours un coupable. Tu parles aussi tu l'as dit, la promesse d'un futur meilleur, le détournement d'attention aussi des foules. Donc tout ça, tu l'expliques très bien dans ton ouvrage. Absolument. Donc merci infiniment, Fabien Olicard, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour la première fois. J'espère que tu reviendras une nouvelle fois nous parler de la mémoire. Avec grand plaisir. Tu nous as éclairé aujourd'hui sur la manipulation, mais aussi le mentalisme. Je rappelle le titre de ton livre, L'Anti-Guide de la manipulation, aux éditions First. On peut retrouver d'autres informations sur ton site internet fabienolicard.fr. Et je rappelle ton spectacle Archétype en tournée en France en 2023. Il y a déjà des dates qui sont complètes, mais il en reste d'autres. Alors allez sur, j'imagine, ton site internet, on a toutes les informations. Voilà, merci beaucoup à toi. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.